Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents là sur ce quatrième webinaire de la CRERCO. Juste pour des infos très techniques, donc vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants. On vous demandera simplement là de couper vos caméras et vous pourrez intervenir via le chat en posant vos questions. Alors peut-être pour me présenter, donc on va animer ce webinaire Hugo et moi-même. Donc moi je suis donc Pierre Biozen de l'ARB Occitanie, puis Hugo je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Hugo Alves, de la région Occitanie, Occitanie, chargé de projet biodiversité, et donc aussi en charge de l'animation avec plusieurs collègues, dont Pierre, de la communauté, donc la CRERCO. Voilà, merci Hugo. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on est ravis d'accueillir des collègues de l'Adréal qu'on vous présentera par la suite, qui vont nous présenter un travail de stage sur les protocoles et indicateurs pour suivre efficacement les mesures compensatoires. On sait que c'est des sujets qui intéressent beaucoup, donc n'hésitez pas à poser bien évidemment vos questions par chat suite à la présentation. On va être sur un format qui normalement devrait être assez court, avec un temps important de laisser aux questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux intervenants, puisque normalement, on devrait en avoir pour une heure et demie à peu près, tous ensemble cet après-midi. Voilà. Et bah, écoutez, Ah, si, effectivement, j'avais oublié de présenter la CRERCO avant de laisser la parole à Hugo et Ernesto. Donc, vous présentez la CRERCO. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, donc la CRERCO, c'est une communauté qui regroupe aujourd'hui 350 acteurs autour, on va dire, de trois sujets principaux. Donc, de développer les compétences sur la partie ERC biodiversité, puisque l'ERC à un champ qui est plus vaste au niveau environnemental, mais là, du coup, on est sur une communauté qui s'intéresse essentiellement à la séquence éviter, réduire, compenser sur le sujet biodiversité. On est là, bien évidemment, pour créer une culture commune en Occitanie avec tous les acteurs qui s'intéressent à cette question. Et bien évidemment, on tente, on espère qu'on y arrive pas à pas, d'harmoniser les pratiques sur cette séquence au niveau de la région Occitanie. Euh, Bien évidemment, la communauté est ouverte à tous, comme vous le pouvez le voir aujourd'hui. Donc, les webinaires sont ouverts à tous, comme le site, le réseau social, pardon, la page LinkedIn donc de la CRERCO. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ou en tout cas à le faire savoir. Donc ça, si vous êtes, on va dire, pas encore membre, c'est les supports auxquels vous avez accès. Mais par contre, si vous voulez vous investir un peu plus dans la communauté, donc à savoir participer aux séminaires, aux rencontres de terrain et aux groupes de travail, vous verrez qu'on va vous proposer un groupe de travail à l'issue de ce webinaire. Là, par contre, il faut être membre de la CRERCO, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté directement sur notre site internet et vous aurez les liens dans la présentation qui vous sera transmise par la suite. Voilà, donc une fois qu'on a présenté la CRERCO, on va accueillir nos deux intervenants du jour. On les remercie déjà pour leur présence. Ernesto et Hugo, que je remercie tout particulièrement parce que du coup Hugo est en stage, donc c'est pas forcément un exercice évident, mais parce que voilà, la présentation en webinaire, c'est toujours peut-être même parfois une première. Donc on sera indulgent avec lui par rapport aux questions et tout, mais ça, je suis sûr qu'il n'y aura aucun souci. Et ben écoutez, à tous les deux, je vous laisse la parole à la fois pour vous présenter, puis du coup développer la présentation. N'hésitez pas à me dire quand je vais trop vite ou pas assez pour les slides. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est à vous. Bonjour à tous. Ernesto Gokneme, chargé de mission espèces protégées à la DREL Occitanie. Donc, je suis chargé de l'instruction des dossiers de dérogation à la DREL Occitanie pour ce qui me concerne pour l'Aveyron et l'Ariège. Et j'encadre également le stage de Hugo sur ce sujet des suivis des mesures de compensation. Déjà, vous dire qu'on est très content ravis de pouvoir participer, vous présenter ces réflexions, d'animer ces futurs échanges. On espère que ces échanges permettront d'améliorer l'application de la séquence versée et que, in fine, on pourra contribuer à l'atteinte de l'objectif de conciliation de l'aménagement du territoire et de la préservation des biodiversités. Parce que finalement, c'est bien cet objectif-là qui est poursuivi par cette réglementation relative aux espèces protégées, via la protection de certaines espèces et la possibilité de déroger à cette protection sous certaines conditions.
pour vous donner un peu le contexte de cette réflexion et de ce stage, il y a différentes contraintes que la DRAL connaît pour mettre en œuvre cette réglementation et ses objectifs. Et il y a déjà une quantité de dossiers qui est croissante en Occitanie, croissante d'année en année, et avec un stock. Donc, c'est des dossiers qui arrivent en instruction et avec du coup un stock qui est généré d'arrêtés de dérogation qui est également mécaniquement croissant. Ce stock, ce sont des arrêtés de dérogation d'espèces protégées et donc la DREL souhaite les contrôler pour avoir une meilleure efficacité de l'action qui est menée par la DREL Occitanie avec du coup un focus qui serait davantage sur la partie post-arrêté que la partie vraiment d'instruction. Et ce choix-là, il génère il génère des réflexions pour notamment harmoniser les pratiques, créer des outils à destination des instructeurs, améliorer la prise de poste aussi des instructeurs et proposer des outils pour tester de manière générale l'instruction et les veilles réglementaires aussi pour clarifier certaines notions définies par le Code de l'environnement. Donc, c'est dans le cadre de toutes ces réflexions que la DREL Occitanie s'est aussi intéressée au sujet des suivis. Parallèlement à ça, il y a aussi des actions qui sont menées à l'échelle nationale. On a un réseau d'instructeurs qui nous permet d'échanger sur nos pratiques et un séminaire national chaque année qui permet d'échanger sur les évolutions réglementaires et jurisprudentielles et en même temps d'harmoniser et partager les pratiques. Parmi ces réflexions, du coup, il y a le sujet du coup, des suivis qui est venu. Et on sait souvent que le sujet des suivis, c'est un parent pauvre d'une politique publique. C'est souvent l'objet qu'on regarde en dernier. Et il y a eu notamment un séminaire national qui a fait l'objet d'un atelier spécifique sur le sujet en 2024, du coup, à destination du réseau des instructeurs de France, et qui a permis de partager finalement les constats qui étaient déjà faits en Occitanie, c'est-à-dire qu'il y avait une hétérogénéité des indicateurs de suivi et des protocoles utilisés, une centralisation insuffisante des données, une hétérogénéité des fréquences et durées de suivi, et une difficulté à évaluer la réussite écologique des mesures compensatoires de manière générale au regard des objectifs fixés par la réglementation. À noter que ces constats, par contre, ou impressions, ne s'appuyaient pas vraiment sur des données chiffrées. En tout cas, on n'en avait pas connaissance, et c'était donc aussi un des objectifs que de décrire déjà l'état actuel et passé des prescriptions en Occitanie. Globalement, le constat qui a été fait pour toutes les DRA et les DDT, c'était les mêmes, et c'était que les méthodologies de suivi finalement adoptées dépendent beaucoup du bureau d'études qui accompagne le porteur de projet, et que ces méthodologies, elles permettent rarement de répondre vraiment aux exigences réglementaires qui sont posées par la loi, faute de cadre de réflexion et de réflexion commune sur les protocoles de suivi et les indicateurs. Ça a été vraiment la racine de ces réflexions et de ce stage. Et face à ces difficultés, pour vraiment créer une dynamique à l'échelle nationale sur le sujet, on a décidé d'approfondir le sujet en DREL Occitanie et d'apporter une contribution aux réflexions collectives en partant de ce qui existe. C'est un cadre qui est particulièrement complexe parce qu'on doit jouer avec des notions qui sont un peu complexes et des questions qui sont posées de manière réglementaire. C'est le maintien dans un état de conservation favorable dans le cadre de la dérogation, c'est l'absence de perte nette de biodiversité de manière plus générale pour les mesures compensatoires. Et malgré ça, on a décidé de clôturer ce stage, enfin de cantonner ce stage au périmètre des mesures compensatoires pour déjà limiter l'ampleur du sujet. Et du coup, en partant des exigences, et du coup que j'ai cité, c'est-à-dire et en même temps ajouter l'exigence réglementaire de l'obligation de résultat qui est imposée par le Code de l'environnement, et du coup de cadrer le stage autour des mesures compensatoires, donc le suivi de l'efficacité des mesures compensatoires, qui est déjà un sujet assez vaste pour un stage de master. L'objectif est donc du coup déjà d'avoir des données, de mettre des données sur ce qui a été constaté à l'échelle de l'Occitanie. Ensuite, d'aller chercher dans la bibliographie des éléments qui permettraient de répondre aux questions qui sont posées, qui sont imposées par le cadre réglementaire. Et finalement, de proposer une harmonisation des suivis pour un ou plusieurs groupes d'espèces, autant que possible, pour pouvoir répondre aux questions de manière harmonisée, de manière à être plus en phase avec les exigences réglementaires. Et
il nous semble que le cadre de la CRERCO est un cadre tout à fait propice à ça, puisqu'il y a un grand nombre d'acteurs qui sont très différents et qui permettraient d'avoir une bonne applicabilité du contenu qui sera proposé, des suites qui seront données. Et donc, ça nous semble tout à fait important que ça passe par la CRERCO et que ça puisse du coup émerger d'une réflexion collective sur ce sujet. Pour nous, c'est une première étape qui a vocation à être appliquée à différents taxons. On pourra le voir par la suite. Et donc, j'aurai à charge de poursuivre le travail qu'aurait fait et d'appliquer le travail à d'autres taxons et toujours en collaboration avec les instances scientifiques et les bureaux d'études et maîtres d'ouvrage pour pour avoir une meilleure harmonisation des protocoles et répondre plus clairement aux exigences réglementaires. Donc, je vais laisser Hugo vous présenter plus le contenu de ces réflexions, le contenu des résultats qu'on a déjà pu obtenir, et puis vous donner ensuite la suite pour établir ces protocoles harmonisés. Bien, merci beaucoup Ernesto. Je me présente du coup, Hugo Joachim, je suis stagiaire depuis fin mars au sein de la direction écologie de l'Adréal Occitanie. Alors, je suis un étudiant de Master 2, donc c'est un stage qui durera 6 mois, qui se finira mi-septembre. Je fais une formation en BE, donc biodiversité, écologie, évolution, sur un parcours écologie de la conservation, ingénierie écologique qui est en recherche et expertise. Et donc, du coup, j'ai rejoint l'Adréal pour répondre à certaines questions et je vais vous présenter justement le thème de mon stage qui sont le protocole et méthodes de suivi d'espèces protégées. Alors, du coup, lorsque j'ai rejoint l'Adréal, ils m'ont expliqué un peu qu'il y avait certains manquements et que j'étais ici pour répondre et essayer de contribuer à l'amélioration justement des suivis de mesures compensatoires espèces protégées qui étaient justement mises en œuvre en Occitanie. Donc, dans un premier temps, ils m'ont demandé de faire un état des lieux et de réaliser une synthèse des pratiques actuelles des dossiers de dérogation espèces protégées, plus précisément dans les arrêtés préfectoraux pour justement regarder ce qui se passe. Donc, la suite du travail, c'est justement le point d'étape où j'en suis, c'est de réaliser une synthèse bibliographique des protocoles de suivi et d'indicateurs pour les insectes. Pourquoi les insectes? Je vous expliquerai un peu plus tard, mais du coup, le but de ce stage, in fine, ce sera l'élaboration d'une prescription type de rédaction pour justement ces instructeurs et leur faciliter la tâche. Alors, du coup, un petit peu de contexte tout de même, il faut savoir que selon l'article L411-1 du Code de l'environnement, il y a plusieurs interdictions, notamment l'interdiction de destruction ou d'altération des habitats, celle aussi de destruction, de capture ou perturbation d'espèces, et le déplacement d'individus d'espèces protégées. Tout ça dans un cadre de protection de la biodiversité et de conservation. Cependant, dans le cadre d'aménagement, de projet ou de construction, eh bien, on peut se voir octroyer une dérogation selon le tiret 2 de ce même article. Mais il doit répondre à certains critères. La première, c'est qu'il n'y ait aucune solution alternative satisfaisante, qu'on ne puisse pas faire autrement. Il faut aussi que ce soit une raison d'intérêt public majeure et qu'à terme, il y ait bien un maintien dans un état de conservation favorable des espèces visées. Et donc pour cela, on va mettre en place la séquence éviter, réduire, compenser, éviter, réduire, et s'il y a encore des impacts résiduels, on va mettre en place de la compensation. Cependant, cette compensation, comme il l'a dit, elle est sujette à obligation de résultat. L'article L153-1 nous le dit, il faut que cette compensation ait des effets réels, mesurables et durables. À terme, il faut qu'il n'y ait aucune perte de cette biodiversité, et c'est pour ça que les suivis sont très importants, parce que c'est eux qui vont nous permettre de vérifier si les gains annoncés en amont, justement dans le projet, sont bien respectés. Et on le rappelle, des sanctions financières et administratives, en cas de non-respect justement des gains annoncés, peuvent être appliquées. C'est donc un petit peu comment définir déjà l'état de conservation d'une espèce comme favorable. Eh bien, ça doit répondre à 3 critères qui sont dans la directive Habitat Faune Flore, mais aussi oiseaux. C'est que, premièrement, les caractéristiques démographiques de l'espèce montrent que ces populations sont viables aujourd'hui et devraient le rester à long terme, donc dans leur habitat naturel. La deuxième, c'est que l'aire de répartition naturelle dans toute la région de l'espèce est stable et ne devrait pas diminuer dans un avenir prévisible.
Et enfin, il faut que l'espèce dispose actuellement et devrait continuer de disposer d'une surface d'habitat suffisante pour assurer le maintien durable de ces populations. Il faut donc que ces trois conditions soient réunies pour définir que l'état de conservation d'une espèce est favorable. Et comment on fait pour savoir ça? Du coup, on utilise des paramètres ou des indicateurs, qui soient qualitatifs ou quantitatifs, et on établit une valeur seuil au-delà de laquelle l'habitat ou l'espèce est considéré comme étant en état de conservation favorable au regard du paramètre considéré des objectifs fixés. Cependant, comme il l'a dit, eh bien, certains bureaux d'études peuvent établir des valeurs seuil depuis seulement des avis d'experts, ce qui rend un peu le sujet flou. De nombreux retours des instructeurs dérogation nous en font part, du coup, comme il l'a si bien dit, d'un manque d'hétérogénéité des indicateurs de suivi, mais aussi une difficulté à évaluer, pour le coup, la réussite écologique des mesures compensatoires. Et donc, c'est tout à fait c'est problématique. Et c'est donc dans ce cadre-là que s'instruit cette première synthèse, c'est quels sont actuellement les protocoles et indicateurs utilisés qui permettront de démontrer si une réussite écologique des mesures compensatoires, du coup, dans le cadre des arrêtés préfectoraux actuellement. Qu'est-ce qui est utilisé? Alors, pour ce faire, on a sélectionné de manière semi-aléatoire 21 arrêtés préfectoraux sur une plage de 10 ans, allant de 2016 à 2025. Dans toute la région, on a réussi à avoir 11 des 13 départements, sachant qu'on a choisi 2 arrêtés préfectoraux par an, une en entrée dérogation espèces protégées seules et une en autorisation environnementale. Donc, sur des projets différents, on a essayé de rester un petit peu proportionnel, l'urbanisme étant les projets qu'on revoit le plus souvent, ainsi que les infrastructures, mais aussi l'énergie. Et donc, une des suites du cadre, il fallait aussi qu'on définisse qu'est-ce qu'un protocole standardisé, qu'est-ce qu'un protocole qu'on doit utiliser. Pour ce faire, on s'est appuyé sur un des projets du Muséum d'histoire naturelle, qui était le catalogue des méthodes et protocoles d'acquisition des données naturalistes ou campagnes, dans le cadre justement des suivis. Et donc, à partir de ce projet et des définitions, on a adopté une définition de protocole standardisée pour définir si le protocole était bon ou non dans nos arrêtés. Il fallait donc qu'il y ait tout d'abord la reproductibilité, qu'il soit simple à comprendre et simple à réutiliser sans besoin de référence ou autre. Il fallait qu'il y ait la période de l'année précisée et aussi les conditions météo similaires qui soient bien décrites. Un nombre de visites sur le terrain précisé, égal et suffisante entre chaque année et au même endroit pour éviter qu'on fasse des parcours chaque année différents. Il faut aussi une durée définie de l'inventaire lorsque c'est nécessaire, un nombre de répétitions égal entre chaque année, une technique identique aussi chaque année, et bien sûr la présence d'indicateurs d'une métrique de suivi pour savoir en fait qu'est-ce qu'on mesure. Et donc pour centraliser un peu tout ça, on a réalisé un tableur où dessus on a sélectionné plusieurs critères dans ces arrêtés préfectoraux et ces protocoles de suivi. On a noté notamment le type de suivi, faune, flore ou habitat, la description et le protocole utilisé, ainsi que s'il manquait des critères vis-à-vis de notre définition. Les objectifs de la mesure de suivi, qui sont tout aussi importants à définir, le groupe visé par la mesure, les indicateurs de suivi, mais aussi les indicateurs de réussite, la durée des suivis, le nombre de passages par an et la période des passages chaque année. Notre premier résultat, du coup, ça a été que déjà, on peut voir que les mesures de compensation, eh bien, elles sont plutôt hétérogènes entre 0 et 4. On va en retrouver. Cependant, ça varie souvent en fonction de l'ampleur du projet. Cependant, lorsqu'on observe les mesures de suivi, on voit une très nette majorité d'arrêtés qui ne comportent qu'une seule mesure de suivi de compensation. Ça peut être surprenant, cependant, il faut savoir que dans une mesure de suivi de compensation, eh bien, il peut y avoir plusieurs suivis qui vont justement décrire des protocoles et des suivis de plusieurs groupes taxons différents. C'est pour ça que dans la suite de cette étude, on a bien fait la différence entre mesure de suivi et suivi.
On a donc obtenu 79 suivis à partir de ces 21 arrêtés, et on peut voir déjà que 80% des suivis durent plus de 30 ans, avec une très nette majorité de suivis qui durent seulement 30 ans. Et en ce qui concerne le nombre de jours de passage par an, eh bien, le plus souvent, c'est que les suivis comportent entre 1 et 3 jours, amphibiens, flore, insectes majoritairement. Mais dans certains cas, ça peut aller de 4 à 6 jours, avifaune, chiroptère et reptiles étant sujet. Et donc, cette disparité, elle peut être problématique quand on sait que dans un même taxon, eh bien, que certains protocoles me donnent 1 à 6 passages, forcément, ça met en évidence un certain manque d'harmonisation des pratiques pour un même taxon. Quand on a un peu disséqué du coup tout ce qu'on avait au niveau des suivis, eh bien déjà on voit qu'il y a une très large majorité de suivis qui sont des suivis d'espèces protégées faune. On a 9 suivis de flore qui sont des suivis de flore uniques, où on va utiliser des protocoles et des suivis pour des espèces protégées de flore. Cependant, on avait beaucoup de suivis type habitat flore, où on allait utiliser des protocoles qui allaient justement décrire la flore et qui vont nous décrire l'état du système et de l'écosystème. Mais eux, par contre, vont se baser plutôt sur des espèces qui ne sont pas protégées. Le plus gros problème, c'est que lorsqu'on regarde, eh bien, 43 sur ces 79 suivis présentent un protocole standardisé. Ça veut dire que l'autre, à peu près moitié, n'en ont pas, sachant que dans plusieurs cas, on n'avait aucun protocole qui était précisé, d'autres qui étaient précisés ultérieurement, généralement dans un plan de gestion, et qui sont parfois pas transmis. Et aussi, on avait des protocoles, bien sûr, qui n'étaient pas standardisés vis-à-vis de nos critères. Ça montre déjà un certain problème dès le départ. Ensuite, lorsqu'on a regardé les indicateurs de suivi, eh bien, étonnamment, on voit que 56 et 79, c'est précisé, en fait, ce qu'on mesure. Là, c'est bien présent. Mais quand on regarde justement ces seuils de réussite, cet indicateur de réussite, eh bien, on n'en a que 17 sur 79. En fait, il y en a très peu qui sont associés, et généralement, ça va être des surfaces des surfaces avec les suiviflores et moins les suivifaunes qui vont avoir un indicateur de réussite. Donc, ce premier travail, déjà, il nous montre bien qu'il y a une prise en compte inégale des suivis de compensation écologique. Les pratiques, elles sont en effet hétérogènes, tant dans la définition des protocoles que dans leur mise en œuvre, mais il y a aussi une absence d'indicateur de réussite, dans la plupart des cas, qui est la plus grande faiblesse en fait de tout ça. Et même si on voit bien qu'il y a des indicateurs de suivi, en fait, ils ne sont pas du tout associés à ces indicateurs de réussite. Il n'y a pas d'objectif ou de seuil qui permettent d'évaluer réellement l'efficacité des mesures compensatoires. Donc, la suite de mon travail, ce sera forcément d'établir et de déterminer comment on peut améliorer les pratiques de suivi. Et ça passera forcément par une standardisation des protocoles, une définition des indicateurs de réussite adaptés aux enjeux et une harmonisation des modalités de suivi. Pour la suite de ce travail, il a fallu du coup que je pose la question aux instructeurs d'érogation et de savoir un petit peu leur avis. J'ai posé de nombreuses questions comme qu'est-ce que pour eux c'était un indicateur, quelles sont les questions que vous posez généralement. Et une des questions était quel taxon nécessite un encadrement plus important de ces protocoles. Et bien déjà, on voit que tous les groupes sont visés, sont présents. Ça montre qu'il y a des problèmes à peu près à tous les étages. Cependant, les chiroptères, les amphibiens, les insectes et les reptiles sont plus touchés. En réalité, ce n'est pas très surprenant parce que l'avifaune et la flore sont des groupes qu'on retrouve énormément dans la quasi-totalité des dossiers avec des protocoles bien connus. Dans ce sujet de synthèse, j'ai aussi regardé groupe par groupe et j'ai vu que l'avifaune comportait 80% de protocoles qui étaient standardisés et bons. Et donc, du coup, j'aurais aussi ensuite posé la question, si vous devriez prioriser un taxon, lequel? On voit que les chiro, les amphibiens, les insectes et les reptiles, encore une fois, sortent du groupe. Cependant, là, on va travailler de concert avec la SHF, Société herpétologique de France, qui a déjà fait un travail sur justement l'efficacité des suivis sur les amphibiens et les reptiles. Et au sein de l'Adréal, on a un autre stagiaire qui travaille sur les chiroptères. C'est donc pour ça que on a décidé de partir sur l'ordre des insectes qui comprend l'épidoptère,
Lepidoptère europalocea, Odonates, Orthoptère et Coléoptère. Pour la suite de ce travail, du coup, il fallait concevoir, entre guillemets, un protocole de suivi, ou plutôt une feuille de route. Et donc, pour ça, on s'est appuyé sur la thèse récente de Soumaya Bengali, qui justement traitait de l'efficacité de la compensation de grands projets d'infrastructure, de l'optimisation des protocoles, à la démonstration des effets. Et donc, dans cette thèse, elle nous montre plusieurs prérequis. On l'a un peu adapté à nous et on a, pour notre cas. Et un de ces prérequis, déjà, c'est qu'un état initial devrait être réalisé idéalement sur plusieurs années avant le projet, 3 ans avant, sur ces 3 années. Mais aussi que l'utilisation d'un même protocole soit utilisée avant et après pour faire l'état initial, mais aussi pour justement faire ce suivi. Tout ça, ça a pour objectif du coup d'évaluer des pertes et des gains de biodiversité liés à un projet, mais aussi de produire des données quantitatives qui seront donc comparables dans le temps et prouver l'efficacité des mesures. Donc la première chose à faire, c'est forcément poser un cadre, se poser une question. On va poser une question pour évaluer les pertes et une question pour évaluer les gains. Donc du coup, ça peut totalement être quel est le nombre d'individus perdus à cause du projet pour évaluer les pertes. Et pour les gains, ce serait quel est le nombre d'individus gagnés grâce aux mesures de compensation, excusez-moi. Vu que mon cadre s'intéresse uniquement aux mesures de compensation, je suis resté dedans et les hypothèses, il faut en formuler 2 par question minimum, avec une qui va décrire nos attentes et une qui décrira justement le contraire. Donc typiquement, ça va être la mesure de compensation permet la recolonisation de l'espèce cible, où la mesure de compensation ne permet pas cette recolonisation. Et ça va nous permettre de discriminer à la fin, avec justement la suite, à quelle réponse on a répondu. Il faut donc choisir un indicateur, parce que dans ces questions, la métrique doit être présente. Alors, l'indicateur, c'est au final ce qu'on évalue. C'est qu'est-ce que je cherche à mesurer, et il peut être décliné sous plusieurs, justement, noms. Et la métrique, ça va être justement cette valeur quantitative qui va être utilisée pour représenter l'indicateur. Comment on le mesure? Donc, par exemple, l'état de conservation d'une espèce, ça va être le nombre d'individus d'une espèce dans le temps, ça va être le nombre d'individus dans le temps, tout simplement. La diversité d'un milieu, ça peut être sa richesse spécifique. Le succès de recolonisation, ça va être le nombre d'individus observés par hectare, par une surface. Et donc, cette métrique, elle doit être absolument présente pour savoir ce qu'on évalue. On doit aussi, du coup, utiliser l'indicateur pour savoir ce qu'on veut savoir sur la biodiversité. Pardon. Et donc, la métrique, ce sera ce qu'on mesure et ce qu'on utilise pour le vérifier. Un état de la biodiversité à un temps T, c'est une abondance, une espèce, une richesse spécifique d'un groupe taxonomique. Et tout ça, ça va nous permettre d'étudier les processus et évolutions. Par contre, il faut faire attention. Une simple abondance, ce n'est pas forcément suffisant. En effet, si on se rappelle bien, pour définir l'état de conservation d'une espèce, il faut aussi que l'habitat soit favorable et stable dans le temps. C'est pour ça qu'il faut aussi faut faire en fait une étude démographique pour bien saisir tous les enjeux du système. Il faut aussi faire attention, justement, quand on sélectionne notre métrique, aux variables environnementales qui peuvent l'influencer. Donc, ça peut être la météo, l'heure de passage, la structure paysagère, si il y a une proximité à des zones perturbées ou tropiques, et bien sûr les impacts cumulés. Après cela, on peut établir une méthode d'échantillonnage, donc savoir comment on va faire pour collecter derrière nos données. Plusieurs méthodes existent. Nous, on s'est penché sur une des méthodes qui est la méthode BASIN, Before After Control Impact, qui est une méthode de comparaison entre sites témoins et sites impactés. Le site impacté étant le site qui va avoir la mesure de gestion, c'est la parcelle compensatoire. Et cette méthode, elle va nous permettre de quantifier du coup des pertes et des gains comme on le veut. Cependant, il y a des conditions qui sont importantes à respecter. C'est déjà que le site témoin il soit comparable. Il faut tout de même qu'il y ait une réduction aussi des biens environnementaux. Il faut que notre parcelle compensatoire elle soit suffisamment éloignée pour que ces mesures de cette gestion n'influencent pas notre site témoin. Et il faut aussi une taille d'échantillon de réplication suffisante, car plus on aura de mesures, plus les suivis seront précis. Donc,
La méthode Bassi, c'est très efficace parce qu'elle permet déjà de distinguer les faits réels du projet des variations naturelles du milieu. Par exemple, dans le graphe A en haut à gauche, on regarde juste avant avec l'état initial de notre site contrôle en blanc et notre site géré en noir. On voit qu'après la mesure de gestion, rien n'a évolué. Ça montre typiquement que la mesure de compensation n'a eu aucun impact au final. Ça nous permet de discriminer et de prouver l'efficacité ou non. Et en B, par exemple, eh bien, on voit que les deux diminuent, mais de la même manière. Ça permet aussi de montrer que c'est une diminution d'une population, c'est pas forcément dû justement aux mesures de gestion, mais juste aux variations naturelles. Donc, la méthode Bassi, elle peut être très intéressante parce que du coup, elle prend bien en compte les variations naturelles des populations, elle limite les biais aux conditions environnementales, mais aussi elle renforce la robustesse scientifique, la robustesse des conclusions de manière scientifique. C'est pour ça qu'elle est très intéressante et qu'elle pourrait être utilisée. Ensuite, il faut passer du coup, on a une méthode de suivi et il faut donc passer à l'analyse. Euh, pardon, l'analyse. Donc cette analyse, forcément, elle dépend des données récoltées et de la métrique qu'on a choisie en amont. Et elle peut, bien sûr, et en amont, on peut aussi inclure des modèles de distribution d'espèces, mais aussi il faut qu'il y ait des analyses statistiques pour pouvoir répondre sur ces données. Donc la collecte, elle doit être adaptée à l'écologie de l'espèce étudiée. Par exemple, le lézard ocellé, qui est une espèce protégée bénéficiant d'un plan national d'action, est une espèce avec une particularité, c'est que elle peut avoir une distance de détection, par exemple, quand on va là, de 40 mètres, ce qui la rend très difficile à observer ou même capter. C'est pour ça qu'il faut utiliser des protocoles adaptés. Donc, quand on va avoir un protocole reptile qui va juste évaluer tous les reptiles qui sont dans la zone, ça va être très difficile de lui l'avoir et donc on va peut-être l'oublier. Il faut aussi que ce soit du coup cohérent avec les questions et hypothèses ainsi que la méthode d'analyse prévue, comme on l'a dit juste avant. Et donc, à partir de toutes ces informations et de tous ces paramètres qu'on a établis juste avant, on va pouvoir utiliser un protocole standardisé qui sera fondé justement sur nos besoins identifiés. Donc, mon travail, on s'est arrêté là pour le moment. Et justement, la suite du travail, ça va être d'évaluer les coûts, la faisabilité, ce qui se fait en termes de protocole, pas forcément pour les insectes dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on va organiser un groupe de travail le 10 juin, limité à 20 personnes et exclusivement aux membres de la CRERCO, où justement, on va essayer on reprécisera un peu plus tard, mais on aurait un panel assez large. Jusqu'à fin juillet, je vais donc établir une synthèse bibliographique des protocoles de suivi, mais aussi des indicateurs pour les insectes. Et comme il a dit, comme mon tuteur l'a dit au tout début, le but à la fin, ce serait d'élaborer une prescription type de rédaction, justement en arrêté, pour les arrêtés préfectoraux, ainsi aider les instructeurs. À terme, le résultat de mon stage sera présenté dans un deuxième webinaire le 14 septembre et qui reprendra toutes les informations trouvées. Merci beaucoup pour cette équipe de m'avoir écouté et on peut répondre aux questions si vous en avez. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci Hugo et Ernesto. Je vois que sur le chat, manifestement, il y a pas mal de questions. Donc là, je vais laisser la parole à Hugo Alves, du coup, pour vous faire remonter les différentes questions. N'hésitez pas, pour les participants, à poser d'autres questions, hein, s'il y en a qui vous viennent en tête ou en réaction par rapport à ce qui sera dit. Oui, tout à fait. Merci Pierre et puis merci à Hugo pour la présentation et Ernesto. Donc on avait une première question qui, je pense, s'adresse davantage à Ernesto peut-être sur la question de l'obligation de résultat qui a disparu du L163-1 depuis la récente loi donc SVE. Et la question de Monsieur Tabar était de savoir comment l'Adréal perçoit ce changement. Alors, je n'ai pas on n'a pas analysé ce changement-là, donc c'est encore en cours. Il y a eu un séminaire national qui s'est tenu assez récemment, dans lequel on a eu écho de toutes ces modifications réglementaires. Donc c'est en cours d'analyse côté de Real.
Merci Ernesto. Effectivement, c'est tout récent. On avait une autre question de Monsieur Salomon qui nous demandait donc de confirmer si les mesures, enfin les suivis de mesures compensatoires font bien partie de mesures en tant que telles et ne sont pas des mesures à prendre à part entière. Est-ce que vous pouvez confirmer cet élément-là? Donc effectivement, que les suivis sont bien intégrés aux mesures compensatoires. Oui, effectivement, ce que le guide thème a dit, c'est effectivement ça. On partage cette vision. Pour info, on essaie de les diffuser, mais on a établi des guides de rédaction. C'était plus à destination des instructeurs dans un premier temps, des guides de rédaction des mesures ERC. Et donc, dans ces guides, il y a bien une petite case qui est dédiée au suivi de la mesure. Donc, c'est bien ce qu'on prévoit. Et donc, quand on est en phase amont, quand on a les premiers contacts avec les bureaux d'études et les porteurs de projets, on essaie de le transmettre assez tôt. Il faudrait qu'on améliore probablement la communication de ces guides pour pour que tout le monde y ait accès. Mais c'est effectivement ce qui est prévu, c'est effectivement ce qu'établit le guide TEMA et donc probablement le cadre qu'on adoptera. Là, la pratique est un peu différente parce que justement, les mesures sont plus données par les bureaux d'études et comme il n'y a pas ce cadre commun qui est parfaitement clair, euh, pour le moment, il y a encore des suivis qui passent en mesure de suivi propre. Mais effectivement, à terme, ça sera bien intégré aux mesures. Ok, merci Ernesto. Une autre question, Monsieur Cortot ou Madame Cortot, je n'ai pas le prénom, de la CDC Biodiversité sur la question des sites témoins. Donc, il nous interroge sur le fait que les sites témoins donc, doivent bien être comparables à l'état initial. Enfin, il nous demande si ce site témoin doit être comparable, pardon, à l'état initial ou à l'état final. Et il complétait sa question en indiquant que le site témoin donc soit effet mesure à des actions de gestion, pardon, et donc dans ce cas-là, comment faire la part des choses, soit il n'est pas géré, et dans ce cas-là, il serait sujet à une transformation en forêt ou un buissonnement. Je sais pas si ça appelle des réflexions de votre part, notamment Hugo, si tu peux préciser donc les éléments que tu as apportés sur la question du site témoin. Euh, oui, alors, j'essaie de. Non, Juste quelques éléments. Effectivement, a priori, le site témoin, il faudrait qu'il soit comparable, d'un état comparable avec plutôt l'état initial, de sorte à pouvoir dégager le gain qui est obtenu via la mesure compensatoire et du coup, et de pouvoir différencier ce gain, avec l'évolution naturelle du milieu. Et donc, euh, au début, les deux sites seraient comparables et dans des états comparables. Et ensuite, bah, il y en a un qui évoluerait que de manière naturelle et l'autre qui évoluerait avec la gestion. Et on pourrait ainsi dégager la plus-value. Pour la question, enfin, c'est vrai que ça pose différentes questions. Et je pense que ce sujet de la sélection des témoins est assez complexe. Je crois que la thèse de Soumaya avait tout un volet là-dessus et c'est vraiment un sujet complexe. Donc, pour la question, par exemple, des mesures qui finalement ne font pas vraiment l'objet de gestion, comme les mises en îlot de sénescence, je pense que c'est des cas un peu particuliers sur lesquels il faut qu'on se penche pour établir le bon cadre pour choisir les sites témoins. Et on s'appuiera notamment sur les travaux scientifiques dessus. Et ça pourrait être typiquement l'une des questions qu'on se posera dans le cadre du groupe de travail. Très bien. Effectivement, on a d'autres remarques là sur la question des sites témoins, notamment sur la question de la mobilisation du foncier pour ces sites témoins, avec donc une difficulté pour les porteurs de projets de pouvoir trouver d'abord ces sites et ensuite de les sécuriser en faisant une acquisition à des seules fins de contrôle au stade de la demande de dérogation, à moins que cela devienne un impératif issu donc de circulaires ou de directives dédiées. Donc là, il y a eu plusieurs remarques de la sorte. Est-ce que c'est un élément de vigilance ou de difficulté donc, que vous avez déjà pu identifier dans le cadre de vos travaux? Clairement, après, je laisserai Hugo compléter si besoin pour l'aspect plus technique, mais clairement, oui, c'est une difficulté qu'on a identifiée, qu'on a anticipée. L'idée qu'on avait, c'était déjà d'aller vraiment au bout de cette réflexion de si on devait vraiment répondre aux exigences réglementaires, pardon, quel dispositif faudrait qu'on mette en place et quelle pertinence on aurait, enfin, quelle
d'un point de vue statistique, qu'est-ce on serait sûr de pouvoir dire via ces méthodes de suivi. Déjà, mener à bout cette réflexion, de le quantifier et d'évaluer le coût de ce type de dispositif. Et ensuite, de proposer plusieurs scénarios avec chacune leurs questions, leurs réponses dédiées et le protocole du coût associé et les coûts associés pour pouvoir avoir un panel d'options qui permettent d'assurer une applicabilité de ce qui sera proposé ensuite, enfin, du cadre qui sera proposé ensuite. Donc, on l'a clairement en tête et donc il y aura probablement un scénario qui comprendra pas ce type de dispositif pour pouvoir aussi voir à quelles questions finalement on pourra répondre si on n'utilise pas ce dispositif. Mais si jamais on était amené à utiliser ce dispositif, il y a effectivement tout un tas de questions que ça pose dont on a bien conscience. Ok. Sur les mesures de suivi, on avait quelques remarques. Alors, notamment de Lou Soro, sur la question du niveau de détail finalement de ces mesures de suivi au stade de la de la demande de dérogue espèces protégées, avec un niveau de détail qui parfois se trouve davantage dans les plans de gestion à venir, et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qui est attendu au stade de la demande de dérogation espèces protégées. Est-ce qu'on est à un niveau de détail fort, ou est-ce que on peut avoir ce niveau de détail plutôt dans les plans de gestion qui sont d'ailleurs parfois rédigés par des bureaux d'études différents de ceux qui ont été sélectionnés pour la première phase de dérogation espèces protégées. C'est plus toi. Un premier élément de réponse, il faudrait très probablement que ça soit établi dès le dépôt du dossier de dérogation. Pourquoi? Parce que en fait, là, on a centré sur cité compensation, sur efficacité des mesures compensatoires, comme je l'avais dit au début, pour des soucis de sujets très très vastes pour un stage. Et donc, mais finalement, avec les exigences réglementaires qui est le maintien en état de conservation, absence de perte nette de biodiversité, etc., le lien il y a forcément un lien avec l'état initial et donc finalement la perte qui est quantifiée au moment enfin, sur la zone projet et donc avec des suivis qui sont faits lors de l'état initial qui doivent être finalement de même ordre, enfin de la même nature que ceux qui sont effectués sur le site compensatoire. Simplement pouvoir comparer perte et gain. C'est notamment ce qu'avait bien démontré le sujet de la thèse de Soumana Belgali sur ça. Et donc, rien que de ce constat-là, finalement, ça donne déjà l'exigence qui sera que il faut déterminer les suivis mesures compensatoires assez tôt, puisque finalement, ça sera les méthodologies qu'on appliquera aussi pour l'état initial. C'est un sujet qu'on poussera un peu plus après. Là, c'est vraiment suivi mesures compensatoires, mais en tout cas, on a en tête que ce sera très probablement un travail qui sera réutilisé du coup pour l'application de l'état initial. Très bien, ok. Merci. Et d'autres questions? Alors, plusieurs questions et remarques sont intervenues, donc notamment sur la méthode Bassi. Donc, vous avez présenté rapidement cette méthode et les intérêts de la méthode durant votre présentation, en montrant euh, quelques éléments de comparaison. Et finalement, plusieurs participants s'interrogent sur l'intérêt d'appliquer cette méthode Bassi sur l'ensemble des groupes biologiques. Donc là, notamment, il y avait Monsieur Mélier qui nous disait que certains groupes qui sont sujets à des dispersions ne seraient pas tout à fait, comment dire, intéressants à suivre avec la méthode Bassi, qui montre certaines faiblesses, et qu'il serait plus intéressant de pouvoir euh, comment dire, obliger les mesures de suivi plutôt sur cette méthode Bassi sur des groupes bioindicateurs à faible capacité de dispersion, euh, et garder des méthodes un peu plus standards, non statistiques pour les autres groupes, afin d'avoir quelque chose de davantage adapté sur la réalité terrain. Est-ce que vous avez déjà des éléments de direction à nous donner, des perspectives sur l'utilisation de cette méthode Bassi et la généralisation ou non de cette méthode à tous les groupes taxonomiques? Non, c'est que ça rejoint un peu la réponse que je fais tout à l'heure. Il y aura a priori plusieurs scénarios et donc dont un qui utilisera Bassi. Et sachant que là, à l'état actuel du stage, on est du coup à l'état plus de synthèse bibliographique. Et donc, c'est justement l'objet
de cette étape-là, de savoir finalement avec ce groupe-là, est-ce que ça serait pertinent d'utiliser Bassi, etc. Et quel protocole pourrait être utilisé, mobilisé. Donc, on a conscience que clairement, Bassi, ça posera quelques difficultés. Et donc, pour l'instant, c'est pas forcément un tout Bassi qui est acté, c'est plus on l'intègre à la réflexion. Ça fera probablement l'objet d'un des scénarios que j'évoquais et on souhaiterait le chiffrer surtout pour pouvoir aussi savoir quel impact ça pourrait avoir. Très bien. Je regarde les autres remarques. Donc, sur la question Bassi, je pense qu'on a répondu à une grande partie des questions. Euh, on a comment dire, des témoignages, notamment de Madame Beaune sur le chantier de la 69, fait état d'échecs, avec des données qui sont plutôt inexactes sur les sites de compensation, et des plans de gestion qui ne sont pas fixés. Donc, un élément voilà, on va dire de vigilance sur l'efficacité de ces mesures compensatoires. Voilà, elle nous demande comment faire évoluer cela. Et effectivement, le cadre du stage, hein, permet justement de pointer les éléments, euh, comment dire, majeurs à faire évoluer. Et donc, je pense que ça participe aussi de cette évolution-là. Je ne sais pas si ça appelle des remarques sur le dossier spécifique de la 69. Je suis pas sûr qu'on soit ici dans le cadre de ce dossier en particulier, mais vous pouvez réagir côté de Réal si vous le souhaitez. Donc, en dehors de ce dossier particulier, effectivement, c'est plus l'objectif vraiment du stage, c'est d'établir plutôt un cadre en amont et ensemble, et du coup qui permettrait d'éviter oui, certains des écueils qu'on peut avoir où les méthodologies sont données un peu trop tardivement. Et donc c'est typiquement oui, l'objet du stage, alors, sur le sujet spécifiquement des suivis, de pouvoir cadrer ça au mieux en amont et que ce soit travaillé ensemble afin que ça puisse être applicable aussi dans nos demandes. Effectivement, merci. On a une question de notre collègue Laetitia Babillotte, donc de l'OFB, qui nous indique que dans la nouvelle loi de simplification économique, la question de la temporalité des mesures compensatoires qui avant devait être effective avant impact n'est plus reprise. Donc, comment pouvoir demander des suivis de mesures compensatoires bien en amont, alors même que la temporalité de la mesure n'est plus réglementée. Donc ça, j'imagine que ça fera l'objet de questions en interne de Réal, comme tu le disais, Ernesto, mais si tu as déjà des éléments, n'hésite pas à le préciser. Non, on n'a pas plus d'éléments. Et effectivement, ça fait partie des mêmes réflexions qu'on a aussi, parce que l'obligation de résultat, forcément, ça impacte Mhm, tout. très bien. Monsieur Thomas qui nous demande si la journée du 18 juin est bien maintenue, qu'a priori. Donc en fait, donc c'était une question sur l'atelier CRERCO planification et ERC. Donc il n'a rien à voir avec le webinaire d'aujourd'hui. Donc effectivement, cet atelier a été annulé et sera reporté à plus tard. Donc effectivement, ça ne concerne pas le webinaire d'aujourd'hui. Euh, Est-ce que je demande alors Pierre ou alors directement à Nesto Hugo si vous avez vu d'autres questions ou remarques sur lesquelles on ne serait pas revenu dans les différents échanges, n'hésitez pas à en récupérer une ou deux à J'ai ce l'impression qu'on a fait le moment-là. tour. Je regarde en même temps. Je pense qu'on est bon. Après, n'hésitez pas dans le chat hein, s'il y a vraiment une question, soit la copier-coller auquel on n'aurait pas répondu, mais a priori, je pense que sur la globalité, ça a été fait. Question de Monsieur Ray, je crois. Ouais. Alors, Monsieur Ray qui nous indique donc que des éléments ont été apportés sur les suivis identiques entre le site d'impact et le site de compensation. Mais déjà, la question scientifique à l'origine de la définition des protocoles entre les deux sites est différente. Et ensuite, dans un site, nous sommes donc dans une recherche systématique et dans l'autre site de compensation, vous évoquez plutôt l'échantillonnage. Donc, pose la question notamment, donc, j'imagine,
On revient un petit peu sur la question du site témoin, mais je ne sais pas si cela amène à des remarques de votre part, Ernesto et Hugo, par rapport à ce que vous avez déjà apporté comme élément tout à l'heure. Alors oui, oui, la question c'est sur le fait qu'on applique les mêmes protocoles sur le site impacté, qui fait l'objet on dit souvent d'un état initial, et le site de compensation. C'est vrai que c'est une réflexion qui est en cours, donc on n'a pas forcément tous les éléments de réponse. Euh, mais nous, il nous a semblé, et c'est vraiment ce que démontrait un peu la thèse de Soumaïa Belgali, où il y avait une présentation d'ailleurs au CRPN Peigné, qui nous disait justement que pour arriver à cet objectif d'absence de perte nette de biodiversité à l'issue de la mesure compensatoire, ce qui est imposé par le 163-1, il faut forcément quantifier les pertes. Et du coup, pour pouvoir comparer les pertes et les gains, faut pouvoir utiliser les mêmes protocoles. Donc, c'est plutôt sur ça que nous, on se base, mais très probablement que ça génère également des difficultés. Donc, on l'a aussi conscience, mais pour l'instant, c'est à cet état-là des réflexions qu'on est. Et justement, le groupe de travail permettra aussi d'affiner ça, mais ça sera vraiment plus dans un second temps, ça, parce que la question était plus initialement sur le suivi compensation. Ok, très bien. On a effectivement une question là, qui est remontée sur la question donc, des BASI. Donc, dans le cas où les conditions d'application d'un site contrôle ne sont pas réunies, mettre en avant une méthode BAI serait-elle une alternative satisfaisante à mettre en avant? Donc, c'est Monsieur Volt qui nous pose cette question. Et par ailleurs, donc, lorsqu'un site contrôle témoin, donc état initial n'est pas envisageable, un site contrôle de référence ou témoin positif peut-il être mis en œuvre? Donc là, en alternative finalement à ce dont on parlait tout à l'heure. Bah, pour le coup, je ne crois pas qu'on ait d'éléments sur la méthode Bailly, mais, euh, mais ça sera probablement ouais, ça fera partie des alternatives qu'on étudiera effectivement pour les trois scénarios que j'évoquais tout à l'heure. Donc, a priori, c'est tout à fait des scénarios qu'on peut envisager. Très bien. Donc effectivement, le champ des possibles reste ouvert. Laetitia qui nous questionne sur la question de la trajectoire écologique naturelle du milieu impacté. Est-ce que cette trajectoire est bien prise en compte dans la définition pardon, même de la mesure compensatoire? Donc au-delà des espèces, là on est plutôt sur la question du milieu et de sa trajectoire écologique. Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous avez vocation à avoir des éléments précis sur les mesures de suivi, sur le suivi pardon, des mesures compensatoires? Pour le moment, je dirais qu'on n'a pas plus d'éléments parce que ce lien avec le milieu impacté, oui, il arrivera un petit peu après. Et donc, pour l'instant, comme le sujet est quand même centré sur le suivi mesures compensatoires, on sait qu'il y a un lien à faire avec le milieu impacté, mais pour l'instant, on est quand même assez centré sur le milieu de compensation. Mhm. Donc, pour le moment, il n'y a pas de prise en compte cette trajectoire écologique. Voilà, pas plus d'éléments à apporter. Ok. Est-ce que d'autres questions mériteraient d'être remontées ou alors de nouvelles questions si on a encore un peu le temps de poser les questions. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat. Si jamais peut-être en attendant s'il y a des nouvelles questions, Hugo Ernesto, donc comme l'a dit Hugo Alves, donc on avait donc un groupe de travail qui était prévu le 18 juin sur les indicateurs ERC planification et sur l'ERC planification, mais qui doit être reporté puisqu'on a une des personnes là, qui pilote ce groupe qui est en arrêt chez nous, donc on est contraint de le reporter. Il aura lieu en septembre. Du coup, cette journée se libère et Ernesto et Hugo vous proposez de participer à un groupe de travail sur le sujet des protocoles, mais je vais peut-être vous laisser la parole pour nous en dire un peu plus sur vos attentes et peut-être les personnes qui pourraient composer ce groupe de travail. Je crois on serait limité à 20 personnes. On vous a perdu en vidéo, mais on vous entend. Hugo, Ernesto, est-ce que vous nous entendez?
Oui. Ah, ça y est. Moi, vous en faites pas, bah, on vous entend, donc allez-y c'est pour le 18 juin, peut-être nous présenter vos attentes. Désolé de contact. Oui, concernant cet atelier le 18 juin, nous, ce qu'on envisageait, c'était vraiment de mettre autour de la table des acteurs scientifiques, des bureaux d'études et peut-être un ou deux porteurs de projets pour justement, nous, on aura les éléments bibliographiques à l'appui pour apporter des éléments et du coup, avec ça, établir les premières lignes de ce fameux protocole un peu standardisé sur le taxon qui est choisi, qui est les insectes. Et sur les différents taxons d'insectes. Et, euh, et donc voilà, aller un peu plus au fond de ce protocole-là, voir la question qui est posée, les protocoles qui peuvent être mobilisés pour répondre à ces questions. Et donc, typiquement par rapport à ce que disait Monsieur Volt, étudier aussi différentes alternatives et du coup les réponses qu'on pourrait apporter via chacun des protocoles mentionnés. Donc ça serait ça l'idée. On a vraiment besoin quand même de scientifiques et de statisticiens quand même pour pouvoir savoir en fait avec quel protocole, enfin avec quelle réponse on pourra donner avec chacun des protocoles, avec chacun des méthodes qu'on mobilisera. Mais après, on a besoin aussi des bureaux d'études pour pouvoir nous dire, ça sera un travail d'ailleurs par la suite de pouvoir quantifier les coûts de chacune des méthodes et également pour avoir un rapport terrain à toutes ces questions-là. Merci pour ces précisions. Alors, pour des éléments techniques, mais on vous le rappellera dans le mail où vous aurez donc la présentation et l'accès au replay. Donc, c'est un groupe de travail qui aura lieu de 10h30 à midi en visio, comme Ernesto et Hugo l'ont bien précisé. Donc, plutôt adressé à des bureaux d'études, chercheurs et des spécialistes en statistiques. Et on se limitera donc à un groupe de 20 personnes. Et bien entendu, pour participer à ce groupe de travail, comme vous l'avez vu en début de cette présentation, par contre, il faut être membre de la CRERCO. Voilà, donc on vous demande, si vous n'êtes pas membre, de vous inscrire, puisque pour participer au groupe de travail, vous devez être membre de la CRERCO. L'adhésion, hein, je le précise, est gratuite. Vous devez juste signer une charte d'engagement, mais rien de plus. Voilà, donc en tout cas pour l'inscription, ce qu'on va vous proposer, vous pouvez le faire dès maintenant déjà si vous êtes membre de la CRERCO, c'est que les personnes qui sont intéressées pour participer donc à ce groupe de travail, je le rappelle, donc le 18 juin de 10h30 à midi en visioconférence, c'est de nous mettre votre adresse mail ou tout simplement nous dire si vous êtes intéressé avec votre nom, prénom et structure. On retrouvera normalement votre adresse mail. Donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ou autrement, vous pourrez aussi nous le répondre par mail suite à ce rappel qu'on vous enverra. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Est-ce que Hugo Ernesto, vous avez des compléments à ajouter ou pour vous c'est bon sur là-dessus? Est-ce que vous nous entendez? Vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, ce sera très intéressant. C'est probablement un premier travail qui sera fait là. Peut-être qu'il y aura d'autres ateliers comme ça qui seront menés par la suite, mais et vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera très intéressant pour nous et Euh, pour le travail. et peut-être pour finir, mais je crois que vous y avez déjà un peu répondu et j'imagine que c'est l'idée du stage, Hugo Alves. Désolé, je reprends une dernière question parce que j'ai vu qu'il y en avait une qui est arrivée entre-temps, je me permets. C'est que du coup, donc une personne, donc Léa Solaire, qui nous indique qu'elle a lu des avis CNPN où la méthode BASI est demandée à être appliquée. Et est-ce que vous pensez que c'est possible du coup que ça devienne de plus en plus, on va dire, quasiment obligatoire dans les dossiers de dérogation qui seraient validés? J'imagine que c'est un peu l'objet de ce stage. Oui, c'est un peu comme on disait. Pour l'instant, on n'est pas sur tout Bassi parce que ça implique quelques contraintes, etc. Donc, on veut vraiment partir sur cette idée de plusieurs scénarios. Mais ça sera très probablement remonté une fois qu'on aura fini déjà ce premier travail avec le stage d'Hugo, remonter au CNPN pour aussi alimenter les réflexions, que ça soit coordonné aussi avec les avis CNPN et CCRPN aussi. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux, c'est parfait. Je vois qu'on a déjà des premiers inscrits. Plutôt, je le vois, je pense, j'ai l'impression des bureaux d'études. Donc, merci à vous. On est en train de noter du coup ça. Ah, une autre question. Peut-être Hugo, je te laisse relayer. Voilà. Alors, une autre question. Moi, j'ai vu une remarque de Amaury Mélier, mais je sais pas si c'était ça que Non, pardon, tu c'est voyais. moi. Voilà, qui est sur la question du CNPN, qui disait plutôt l'inverse.
euh, puisqu'il ne remarque plus d'AP qui ne fasse pas mention de Bastille. Bon. Et puis, on a la chance d'avoir Soumaya Belgali dans les participants, et donc, qui se propose de pouvoir réfléchir, et donc, on peut lui écrire pour les freins qui pourraient être identifiés à certains scénarios. Et donc, Ernesto et Hugo, vous pouvez vous adresser à Soumaya directement, qui a donc soutenu la thèse dont vous faisiez référence dans votre présentation à plusieurs reprises. Merci Soumaya. Écoutez, merci en tout cas pour toutes vos questions. Un grand merci Hugo et Ernesto pour cette présentation très claire. J'espère qu'aussi par rapport aux questions, ça va vous apporter des éléments là, à votre réflexion. Que le 18 juin, du coup, ça permettra aussi, via les membres de la CRERCO, faire évoluer les réflexions. Et donc, par rapport à ça, entre-temps, ou après, ou quand vous voulez, finalement, on vous donne deux infos en plus, puisque sachez qu'il y a un catalogue des suivis standardisés de faune et de flore qui a été en Occitanie, qui a été produit sur le site, enfin, par l'ARB dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc, vous retrouverez le lien cliquable dans la présentation si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble des protocoles qui sont référencés, en tout cas en Occitanie. Et enfin, nos collègues, donc toujours à l'ARB Occitanie, qui animent le réseau des gestionnaires d'espaces naturels, ont réalisé un webinaire intitulé Monter des protocoles de suivi faune et flore selon des méthodes quantitatives robustes en Occitanie, avec des scientifiques et des statisticiens qui sont intervenus pour décrire ces différentes méthodologies. Donc, je vous invite à consulter ce webinaire qui est en ligne. Donc là, encore une fois, vous aurez le lien. Voilà, parce que je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les personnes qui participeront le 18, si vous avez un peu de temps pour regarder ces éléments en amont. Voilà, écoutez, encore remercier les participants. Merci Hugo aussi pour le relais, Alves pour le relais des questions. J'espère que ce webinaire aura été instructif pour vous. Et surtout, puisque vous l'avez compris, c'est enfin, le début, on va dire la moitié du stage d'Hugo. On se retrouvera bien évidemment le 14 septembre prochain, puisqu'on va faire une petite pause estivale sur les webinaires de la CRERCO. Et on se retrouvera en septembre, tout simplement pour avoir les résultats du stage suite aux échanges que vous aurez eus en groupe de travail notamment, et puis à l'avancée des travaux entre Hugo et Ernesto sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à noter la date dans votre agenda, donc le lundi 14 septembre de 14 heures à 15h30 pour les résultats de ce stage. Et bien évidemment, si vous souhaitez nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à regarder notre site internet CRERCO. On essaie de mettre le plus souvent à jour des éléments. Et pareil, si vous voulez faire des formations, ce genre de choses, n'hésitez pas à aller dans l'onglet formation, puisqu'on essaie de référencer toutes les formations relatives à l'ERC biodiversité au niveau national. Merci à toutes et à tous. À très vite pour ceux qui participeront au GT du 18 juin, ou autrement on se retrouve début septembre pour ces prochains webinaires et la clôture de ce stage. Merci et très bon après-midi. Au revoir.